Dans ce nouveau module, nous allons voir comment lier du HTML et du PHP, car comme vous avez pu le voir dans le précédent module, nous ne sommes pas capables pour le moment de réaliser de saisies. En effet, les saisies qu'on va pouvoir réaliser pour envoyer des informations au PHP vont être réalisées grâce à du HTML. On va notamment utiliser des formulaires, et c'est ce qu'on va voir dans ce module. Donc on va déjà partir sur un nouveau dossier qu'on va créer, et on va créer l'exo2. Donc ici, je vais créer un dossier que je vais appeler exo2. Et à l'intérieur, je vais créer une première page HTML qu'on va appeler, encore une fois, où on va appeler exo2.html ou PHP. On va plutôt l'appeler .php puisqu'on va intégrer du PHP dedans. Et on va créer cette page. Donc on va déjà écrire HTML. Et quand vous écrivez ça dans Visual Studio Code, ici, si vous cliquez sur le petit carré qui est proposé ici, ça va vous créer une structure de page de manière très rapide. Donc ça, c'est très intéressant à utiliser. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une page HTML ici est composée de balises. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Tout un tas de balises. La balise head par exemple, qui va contenir la partie header de notre document. La balise body qui contiendra le contenu de notre site par exemple. Donc on va pouvoir imbriquer tout un tas de balises pour réaliser un document qui sera accessible sur la page web. Donc on va pouvoir faire ça très rapidement et on va utiliser une première balise. Et on va utiliser la balise H1 qui est une balise de titre qui va nous permettre d'afficher un titre à l'écran. Donc ici on va appeler cette balise H1. Donc on ouvre la balise comme ceci, avec chevron ouvrant, chevron fermant et le nom de la balise. Et quand on veut fermer la balise, dire qu'on a fini de faire notre niveau de titre, on réécrit la même chose et on rajoute un slash devant pour dire qu'on ferme la balise, tout simplement. Et ensuite, on met le texte à l'intérieur. Donc ici, on a pu déterminer notre titre qui est coucou. Et donc, si on l'affiche à l'écran, on va se retrouver à avoir coucou. Si on affiche le code source de la page, on va bien retrouver ici l'ensemble des informations qui sont décrites ici. Donc, on a bien tout le code source avec l'ensemble des balises et notre affichage de coucou. Donc revenons dans la partie header de notre document ici, on peut voir qu'on a des balises méta, donc ils vont permettre d'indiquer toute une sorte d'informations, comme par exemple le charset, c'est-à-dire le type d'encodage ici, donc on va retrouver UTF-8, on pourra définir le type d'écran, etc. Donc tout ça, il faudrait faire un cours particulier pour voir le détail. Après, vous pouvez trouver sur Internet les informations nécessaires suivant le type de document que vous voulez réaliser. Ensuite, on va avoir une balise titre, donc qui va permettre de définir le titre de notre page. Donc pour le moment, si j'actualise, alors je vais revenir ici, Exo2, je reviens là. Donc on va avoir la page, le titre de la page, donc qui est ici, page title, comme vous pouvez voir. Donc si on veut le changer ici, on va pouvoir écrire, par exemple, mon premier site. Et là, directement, en haut, on va avoir d'afficher mon premier site. De la même manière, on pourra définir du CSS, c'est-à-dire du style, à notre page, donc on le verra juste après. Je vais d'ailleurs commenter ça pour le moment, et je vais commenter aussi la partie JavaScript, donc on peut intégrer des fichiers JavaScript à l'intérieur. Donc ça, on ne va pas les voir pour le moment, mais je vais les commenter, puisque on risque de les voir prochainement. Voilà, donc à noter que les commentaires en HTML s'écrivent comme ceci, donc avec chevron, point d'exclamation, double tiret, pour ouvrir les commentaires, et pour les fermer, c'est double tiret et chevron fermant. Voilà. Donc encore une fois, comme on l'avait fait en PHP, pour pouvoir mettre en commentaire une section, vous la survolez et vous cliquez sur CTRL et 2 points. Et les 2 points, ça mettra en commentaire. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de mettre en valeur ce coucou, donc notre titre, qui est en noir pour le moment. On va essayer de le mettre en couleur, on va le mettre en rouge. Et je vais vous montrer toutes les possibilités qu'on a pour faire ça. Donc la première, ça va être de définir un style à notre balise, ici. Donc on va rajouter dans la balise, donc avant le chevron fermant, on va rajouter style devant, et on va pouvoir indiquer une propriété, par exemple la color, et on va dire red. En disant ça, directement le coucou va passer en couleur rouge. Donc ça, c'est une propriété CSS qu'on a définie, color, qui existe donc et qu'on pourrait trouver sur Internet. Il y en a tout un tas qui existent. Nous allons par exemple retrouver également la propriété background color, et là on va dire background color red, et du coup ça sera le background qui va passer en red. Voilà. Donc on peut voir d'ailleurs la taille de la balise H1 qui prend toute la taille de l'écran. Voilà, donc on va pouvoir s'amuser avec ça et définir tout un tas de propriétés sur nos balises. Maintenant, ça je vous ai dit, il y a plusieurs possibilités. C'est la première qu'on vient de voir, c'est d'écrire directement dans la balise le style. Donc ça c'est une méthode qui n'est pas forcément optimale, et on va préférer utiliser une autre méthode. La deuxième méthode qui existe, c'est de rajouter dans la partie header ici, donc entre la balise head, une balise qu'on va appeler la balise style. Donc c'est ce que je fais là.
je crée cette balise style. Et à l'intérieur, on va pouvoir définir tous les styles de notre page, tous les styles de notre body. Et donc, je vais pouvoir écrire, par exemple, que H1, donc ça veut dire ma balise H1, je vais lui mettre une propriété. Par exemple, je vais lui mettre la propriété, alors on va remettre color, et on va mettre color blue. On va mettre un point virgule après. Donc là, ça dit ça que toutes les balises H1 de mon document auront la color blue. Donc c'est-à-dire le texte en bleu. Voilà. Donc j'ai actualisé ici. Donc bien entendu, si je duplique ici cette ligne, ce H1, et que je mets salut, on va se retrouver à avoir la color blue aussi sur cette balise-là. On a dit ici que c'était toutes les balises H1 qui prenaient cette valeur-là. Enfin, si on veut pouvoir définir une color blue ici sur un seul de nos deux titres, nous avons la possibilité d'apposer sur l'une des balises, ou sur les balises, un identifiant. Donc on pourra utiliser en mettant ID et en mettant par exemple ici titre bleu. Voilà. Et donc du coup, si je veux qu'il n'y ait que coucou et donc que l'ID titre bleu qui prenne la valeur color blue, je peux l'indiquer ici dans ma balise style en mettant un dièse pour indiquer que c'est un identifiant et mettre son nom après. Donc je dis dièse titre bleu et là donc ce sera que la balise ayant titre bleu, l'ID titre bleu qui prendra la couleur bleue sur le texte. Donc c'est bien ce qu'on a là. L'autre possibilité pour définir un identifiant, ou en tout cas pour bien identifier une balise, ce sera de passer par une classe. Et d'ailleurs, je vais plutôt passer par des classes. En effet, en informatique, on parle plutôt d'identifiant quand c'est une valeur qui est unique et qui n'est présente qu'une seule fois, donc dans notre code. Ici, on va sûrement réutiliser la classe titre bleu à plusieurs endroits, et donc je vais préférer utiliser le mot classe que identifiant. En soi, ça pourrait marcher également avec ID, mais je vais préférer le faire ainsi. Par contre, si je passe par une classe, ça ne va pas être un dièse ici, ça va être un point qu'il faudra écrire. Donc si j'actualise avec ce point ici pour déterminer que c'est une classe, on va avoir exactement la même chose. Je vais pouvoir d'ailleurs créer une autre classe, par exemple titre rouge, ici, et je vais pouvoir tout simplement imposer cette classe-là dans ma deuxième balise H1, ici. Et donc là, on devrait avoir... Alors, j'ai juste mis une bêtise. Oui, effectivement, si je mets pas red ici, ça restera en bleu. Voilà. Et donc là, on se retrouve bien à avoir les deux colors d'afficher sur chacun de nos textes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une troisième possibilité pour réaliser le CSS, et c'est d'ailleurs cette troisième possibilité qu'on va utiliser, c'est en fait de créer un fichier CSS qui va contenir donc l'ensemble de notre CSS. Donc on va le créer directement, on va rajouter un fichier ici, qu'on va appeler main, enfin on va l'appeler comme on veut, donc je vais l'appeler exo2.css. Voilà. Et à l'intérieur, je vais prendre mes propriétés CSS que j'ai définies ici dans ma balise style et je vais les mettre dedans, tout simplement. Je vais supprimer ici la balise style qui ne sert à rien. Et par contre, je vais remettre mon link ici dans ma partie header pour intégrer mon CSS. Donc alors, je recommande la deuxième ligne ici pour le JavaScript. Et ici, je vais intégrer mon CSS et je vais l'appeler exo2.css. Voilà, et donc là, ça ne va rien changer à l'écran, si ce n'est que maintenant, j'ai deux fichiers. Un fichier CSS qui va me permettre de gérer la partie style de mon document, la partie HTML qui va gérer l'affichage de mon document. Donc si on résume l'ensemble, on va se retrouver à avoir trois parties. La partie PHP qui va permettre de piloter le code du serveur, la partie HTML qui va gérer l'affichage du document sur notre navigateur, et la partie CSS qui va styliser notre document. Donc voici les trois langages principaux qu'on va utiliser dans ce cours. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir un petit peu sur le HTML et sur le CSS pour regarder quelques balises supplémentaires et quelques propriétés CSS supplémentaires. Donc on a déjà vu les titres avec la balise H1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de titres. Donc on peut aller jusqu'à H6. Donc on va par exemple afficher H5 et on va voir les différences qu'on va avoir dessus. Donc j'ouvre la balise et je la referme derrière. Je vais mettre en contenu, je vais mettre bonjour à l'intérieur. Et je vais afficher ça à l'écran. Donc on est sur l'exo 2, voilà. Donc on se retrouve à avoir ce niveau de titre ici. Donc on a bonjour qui apparaît en plus petit parce qu'on a défini que c'était un H5. Donc si je définis même un H6, il apparaîtra encore plus petit. Voilà. Alors l'intérêt de ces niveaux de titre, ça va être que c'est utilisé dans le référencement. Donc suivant les niveaux et suivant ce que vous écrivez dedans, votre site sera plus ou moins bien référencé.
Alors, il y a également d'autres choses qui permettent d'influer sur le référencement d'un site web, mais les titres sont vraiment importants. Donc, il faut prendre en considération ça et inscrire des informations pertinentes dans les titres. Voilà pour cet aparté sur les titres. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, je vous ai montré que le H6 était beaucoup plus petit que les autres niveaux, enfin que le niveau H1. En soi, c'est pas très pertinent, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, le style est géré par le CSS. Donc le fait que ça soit plus petit grâce à du HTML et grâce à la balise H6, on s'en fiche un peu, puisqu'on pourra le modeler comme on a envie en fonction du CSS. Je peux tout à fait écrire, donc là si je retourne dans ma feuille de style ici CSS, je peux écrire que ma balise H6 aura un font-size, on va mettre à 60 pixels par exemple. Donc là j'ai indiqué que la taille de la police sera égale à 60 pixels et vous allez voir que le texte va redevenir énorme. Voilà. Donc si vous avez des problèmes comme je viens d'avoir ici en actualisant, faites un CTRL F5 pour vraiment bien rafraîchir la page. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire ça pour rafraîchir si jamais vous voyez qu'une modification n'apparaît pas. Donc là en l'occurrence, j'ai bien mon affichage qui apparaît, donc en 60 pixels comme je l'ai écrit ici. Donc le style, on peut le définir vraiment dans le CSS et non via des balises qui ont du style prédéfini. Je vais prendre un autre exemple, la balise P, qui est la balise paragraphe, qui va permettre de définir un paragraphe à notre document. Donc ici, je vais écrire un texte dans un paragraphe. On va écrire ça, paragraphe. Voilà. Et donc, je vais l'afficher à l'écran. Donc ce paragraphe-là, on va lui mettre une couleur de background pour avoir un affichage. Et donc ici, je vais mettre par exemple P. Donc ma balise P, on va lui dire qu'elle aura un background color red. Et je vais même définir plutôt une classe, comme on a vu précédemment. Donc je vais définir la classe background color red. On peut mettre le nom qu'on veut. Et donc j'ai défini cette classe-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la poser sur ma balise P ici. Et du coup, je vais avoir mon background en rouge ici, qui s'affiche bien. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette balise P génère un espacement en haut et en bas. Donc ce qui s'appelle les marges. Si j'utilise à contrario une balise div, donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors on va déjà mettre une autre balise P, on va pas mettre de background, on va mettre un deuxième paragraphe. Et donc dans ce deuxième paragraphe, on voit qu'il y a un espacement, c'est ce que je voulais vous montrer, entre les deux balises. Donc si je rajoute un background color blue, qu'on va faire juste ici, et qu'on va apposer sur la deuxième balise P. Donc je vais le mettre dedans. On va voir ce que je vous parlais ici, c'est qu'on a un espacement ici. C'est en fait des marges qui sont prédéfinies. Si je veux les supprimer, ces marges, je peux écrire à l'intérieur de mes balises margin 0, padding 0. Et je vais vous expliquer le détail de ces deux marges qui sont bien différentes. Donc je les mets sur mes deux zones ici, donc sur les deux balises P concrètement, et on peut voir qu'on arrive à recoller les morceaux. Ça, donc ces marges sont prédéfinies sur la balise P. Par contre, si je renlève mes marges ici, et que je mets une balise div à la place de balise P, donc div qui est une balise de section, en fait qui est à peu près la même chose que la balise P, si ce n'est que ça ne fait pas les sauts de ligne, et vous allez voir que directement, la différence entre ces deux balises, c'est que ici, donc j'ai plus l'espacement. Donc là, j'ai bien supprimé mes margines qui étaient présents là-dedans, et dans ma feuille de style, et du coup, ici, en passant sur une balise div, ben, j'ai supprimé ces espacements. Voilà. Donc ces balises-là, on peut les définir comme on en a besoin, en fonction de notre CSS ici. Donc on a vu les balises de titre, les balises de paragraphe et les balises de section. On peut voir également des balises qui vont permettre de mettre en gras, par exemple. Donc ça c'est pareil, la mise en gras d'une information peut être réalisée soit en CSS, soit en HTML. Donc là c'est un peu à vous de voir comment vous voulez le faire. Donc il y a la balise B pour bold qui va permettre de mettre en gras. Donc ici si je mets un texte, je peux mettre Toto par exemple. On va voir que Toto va apparaître en gras. Donc si j'enlève la balise B, pour qu'on le voit bien, on va remarquer que Toto n'est plus en gras. Voilà, tout simplement. Il y a une autre balise qui permet de mettre en gras, c'est la balise strong. Donc ça, c'est pareil, c'est plutôt utilisé par les outils de référencement, etc., pour agencer votre code et savoir les notions qui sont importantes. Voilà. Au niveau du style, à proprement parler, il vaut mieux le faire quand même par le CSS.
On va retrouver d'autres balises, la balise BR, comme on a déjà vu, qui permet de sauter des lignes. Donc si je mets une balise BR entre les deux divs ici, on va retrouver le saut de ligne de tout à l'heure, voilà, qu'on rajoute, qui a été fait par la balise paragraphe. On va retrouver la balise HR qui permet de réaliser une segmentation. Donc vous allez voir, ça va rajouter un trait au milieu. Voilà. Donc ça permet de séparer des espaces. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que ces balises, on peut les combiner entre elles. Donc là, je vais mettre dans ma balise div ici, je vais créer deux choses. Je vais mettre une première balise div ou un paragraphe. On va mettre une balise P qui va contenir du texte. On va mettre bonjour. Et à l'intérieur, je vais y remettre une autre balise. On va mettre coucou. Et donc, on va avoir, comme vous pouvez le voir, le background bleu sur mon div qui contient deux balises, la balise B, la première balise P et la deuxième balise P. Voilà. Donc on peut combiner ces balises et arriver à segmenter notre page en fonction de nos besoins. On va avoir une autre balise ici, la balise image, pour insérer des images. Donc pour insérer une image dans notre page, donc je viens d'intégrer ici une image dans mon dossier. D'ailleurs, je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler les sources, par exemple. Et à l'intérieur, je vais même créer un autre dossier. Je vais créer les images. Donc on peut imaginer qu'on aurait des images, qu'on aurait, je ne sais pas, des sons, des polices, ou tout un tas de choses. Donc là, je vais mettre une section, enfin un dossier image, et je vais y placer ma première image dedans. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, j'ai envie d'afficher cette image à l'écran. Donc je vais pouvoir utiliser la balise image, IMG. Alors, pour nous aider, on peut faire IMG et cliquer dessus. Ça va nous permettre de rajouter les attributs qui sont nécessaires. Le SRC qui correspond à l'URL de la page, enfin au chemin d'accès à l'image, donc on va l'écrire directement. Et Alt qui permet d'afficher un texte quand l'image n'a pas pu être renvoyée par le serveur. C'est-à-dire soit il ne l'a pas trouvé, soit il y a eu un problème au moment de l'envoi de l'image. Et donc ici, on peut écrire tout simplement image du personnage. Voilà. Donc s'il y a un problème sur l'image, ça affichera ça. Ensuite, on va écrire le SRC, donc le chemin. Et le chemin, ici, vu qu'on est dans exo2.php, il va falloir aller dans source, dans image, et ensuite player.png. Donc je vais l'écrire tout simplement source /image /player.png. Et donc là, on devrait avoir cette image qui s'affiche à l'écran. Et c'est bien le cas, on a bien notre petit personnage qui est apparu à l'écran ici. Dans cette vidéo qui sera très courte, nous allons parler des marges en HTML et CSS comme on en avait discuté très brièvement dans la précédente vidéo. Pour chaque balise, je voulais vous montrer toutes les marges qui étaient présentes. Donc on va retrouver une première marge, le padding, donc c'est la marge intérieure qui va être au plus près de la balise. Ensuite on aura la bordure, donc on pourra influer sur ces bordures-là et mettre des bordures à nos éléments. Et enfin on a la margine qui est la marge extérieure de nos balises. Donc on va pouvoir influer sur ces trois valeurs-là pour définir la taille de nos éléments et les espacements entre les éléments. Donc on va voir tout ça en exemple dans Visual Studio Code. Mais avant cela, on va parler rapidement des 4 positions. Donc on va pouvoir influer sur le top, le right, le bottom et le left sur ces 3 propriétés-là. On retourne dans Visual Studio Code. Donc avant de retourner dans Visual Studio Code, ce qu'on va essayer de faire, c'est de bouger un peu les éléments là qu'on a dans le bonjour ici. D'ailleurs, on va mettre le texte en bleu pour que ça se voit un petit peu mieux. Et je vais tout simplement le mettre dans ce bloc-là. Background color blue. Bon, le nom est plus très approprié, mais c'est pas très grave. Donc on va le mettre ici, je vais actualiser, et on se retrouve bien à avoir la couleur blanche sur les textes. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est influer sur ces marges, et d'abord, on va mettre une première chose qui va être la bordure, et on peut définir une border en écrivant border 2px solid black. On peut mettre bien entendu la couleur qu'on veut, la taille qu'on veut, et si on veut détirer, si on veut une bordure solide, etc. Donc là, en rajoutant ça, on va se retrouver à avoir une petite bordure sur notre élément div ici. Et donc, on voit cet encadrement qui apparaît à l'écran. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter à cet élément-là, on va pouvoir rajouter une margine ou un padding. Donc on va d'abord commencer par le padding, c'est-à-dire la marge intérieure. Et on va pouvoir dire, par exemple, margin left. Et on va mettre une valeur 30px. Donc là, ce qui va se passer, c'est que nos éléments bonjour et coucou vont se décaler sur la droite, mais vous allez voir que la bordure extérieure, enfin la bordure, pardon, ne va pas bouger. Donc c'est bien ce qu'on retrouve là, on a décalé notre élément sur la droite, nos éléments sur la droite. Maintenant, si je change
le padding left ici, et je le place en margin left. Vous allez voir que là, c'est tout le bloc qui va se déplacer. Voilà, donc c'est tout le bloc, la bordure, plus les éléments qui se sont déplacés. Donc c'est vraiment à vous de voir ce qu'il faut déplacer dans vos cas, suivant ce que vous voulez faire. Donc une fois qu'on a vu ça, on va voir également un point, c'est qu'on peut mettre un padding sur l'ensemble de nos éléments en mettant tout simplement padding et en mettant ici par exemple 20px. En écrivant ça, on fait en sorte que tous nos éléments, le haut, le à droite, en bas et à gauche, prennent un padding de 20 pixels. On peut également déterminer l'ensemble des paddings 1 à 1 en écrivant comme ceci, 20px, 5px par exemple, 10px et 15px. Alors, au niveau de l'ordre, ici on va retrouver, c'est la margin top, la margin right, la margin bottom, et la margin left, enfin. Donc on va actualiser ça, et on va voir la différence. Bon là on voit pas grand chose de différence parce que j'ai pas fait de modification particulière. Dans cette vidéo, je souhaite vous montrer rapidement le JavaScript et vous montrer les possibilités que nous offre ce langage-là. Donc le JavaScript va être ici exécuté côté client, c'est-à-dire par le navigateur, pour réaliser des actions que ne peut pas faire ni le serveur, ni HTML ou le CSS. Donc on va retrouver par exemple une possibilité qui va être de modifier un élément qui est affiché sur notre page. Donc par ici, on a le background qui est bleu, et ce qu'on va vouloir faire, c'est que quand on va appuyer sur un bouton, on va vouloir changer sa couleur pour l'afficher en vert. Donc ça c'est pour avoir un exemple. Et donc on va faire ça. La première chose qu'on va réaliser, c'est définir une nouvelle classe en CSS qu'on va appeler background color, et on va mettre green pour créer un background vert. Donc je change ici, je mets green pour avoir ce background là. On va déjà tester que ce background marche bien, donc je vais changer à l'endroit où j'avais blue et je vais mettre green. Voilà, donc j'avais bien mis green avec un G majuscule. Et là, normalement, si j'actualise, on va retrouver le background vert. Donc ça, j'aimerais que ce changement-là se fasse grâce à un bouton. Donc un bouton qu'on va rajouter. Donc ici, on va intégrer un bouton tout en bas de notre page. Et on va dire que c'est un button. Et on va mettre une valeur changer couleur, par exemple. Et je vais également lui rajouter une classe parce qu'on va aller récupérer ce bouton en JavaScript pour que ça soit plus simple. Donc je vais mettre la classe changer, update color, par exemple. Donc là, à l'écran, on devrait avoir le bouton qui s'affiche, voilà. Et ce que j'aimerais, donc, c'est que quand je clique dessus, ça fasse cette modification. Donc on va intégrer un script JavaScript. Donc pour ça, je vais écrire ici script, et on va tout simplement intégrer notre script qu'on va appeler main.js. Il est très important de l'inclure après l'utilisation des fonctions, ici, enfin après la création des éléments, sinon on ne pourra pas réaliser les actions. Donc c'est pour ça que je l'inscris à la fin, à cet endroit-là. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va générer notre fichier, enfin on va créer notre fichier JavaScript. Donc new file, on va l'appeler main.js du coup. Et donc dans ce fichier-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer notre bouton, ici. Donc ça, on va pouvoir le récupérer de manière très simple en utilisant justement la classe updateColor qu'on a définie ici. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement déclarer une variable. Alors je ne vais pas vous donner le détail du JavaScript ici, puisque ce n'est pas l'objectif de ce cours, mais je vais vous expliquer brièvement ce que je fais. Et du coup, si vous voulez plus de détails sur le JavaScript, vous pouvez accéder à mon autre cours dédié au JavaScript. Donc ici, on déclare une variable, donc on va l'appeler bouton, par exemple, et on va aller récupérer ce bouton-là en faisant document.querySelector, et là, on peut aller récupérer l'élément qu'on souhaite, et en l'occurrence, c'est une classe, donc c'est pour ça que j'écris un point ici, point updateColor. Et donc là, je peux récupérer l'élément. Je peux faire directement un console log, donc un affichage de ce qu'on a récupéré, donc ici, button. Et en faisant ça, je vais pouvoir l'avoir normalement dans ma console, que je vais ouvrir ici, dans Chrome, en faisant F12. Voilà, donc j'ai ma console, et si je fais F5 pour actualiser, on voit bien qu'on récupère notre bouton à cet endroit-là. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est dire que quand je vais cliquer sur ce bouton-là, on va réaliser une action. Pour ça, on va devoir rajouter un event sur le bouton. Donc on va faire button.addEventListener, et on va dire qu'on va écouter le clic, et derrière, on va y intégrer une fonction qui va nous permettre de réaliser ces actions. Donc ici, ce que je vais faire déjà, c'est un console log coucou, pour vérifier que j'écoute bien sur le clic. Donc j'actualise, je clique sur mon bouton, et je vois bien que quand je clique dessus, j'ai coucou qui s'affiche.
Donc maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est que quand je clique sur le bouton, ça change la classe de cet objet-là. Donc il va falloir récupérer cette partie-là de code. Donc on va revenir dans le HTML et on va regarder ce que c'est. Donc ici, c'est color blue. Donc c'est div class color blue, background color blue, qu'on va vouloir récupérer. Donc de la même manière, je vais aller récupérer ce div en mettant var div color blue. Donc ça, c'est-à-dire mon élément, ma variable div color blue, qu'on va aller récupérer en faisant document.querySelector de la même manière. Et on va récupérer cet élément background color blue. Donc si j'avais utilisé un ID, j'aurais mis ici un dièse. Hein. Mais ici, vu que c'est une classe, on met un point. Si c'est une balise qu'on veut récupérer, on peut écrire directement la balise P, etc. Donc là, on va récupérer la balise background color blue, enfin la balise, pardon, la classe background color blue, et on va vouloir changer, donc on va déjà vouloir supprimer la classe présente, donc on va utiliser ici la variable qu'on a récupérée, div color blue, et on va pouvoir lui dire qu'on va vouloir modifier la classe list en mettant comme ceci, .classList, .remove pour supprimer une classe. Et en l'occurrence, la classe qu'on veut supprimer, c'est background color blue. Donc on supprime cette classe-là. Donc si j'actualise ici, je vais me retrouver à avoir, en cliquant dessus, la suppression de la classe. Si on analyse les éléments ici, alors je vais actualiser, je vais venir ici, donc je peux sélectionner ce bouton-là pour aller survoler les éléments et analyser mon code. Donc ici, je suis sur cet élément, vous voyez background color blue, et quand je clique sur le bouton, ça le supprime. Donc on l'a supprimé. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est rajouter la nouvelle classe. Donc pour ce faire, on va faire la même chose, div colorblue.classList.add, et là, on va aller rajouter la classe qu'on souhaite. Donc ici, par exemple, on va rajouter la background color green. On va actualiser et on va tester. Donc ça marche bien. On arrive bien à switcher de couleur sur l'élément quand on clique sur le bouton. Voici une des possibilités en JavaScript qu'on est capable de faire. Donc il y en a beaucoup d'autres, bien entendu. On est d'ailleurs capable de réaliser une application web complète en JavaScript en utilisant Node.js. Et c'est ce que je montre d'ailleurs dans mon cours également. Donc j'apprends à utiliser le JavaScript côté client et côté serveur, puisqu'on peut avoir donc cette facette serveur également avec JavaScript. C'est-à-dire qu'on supprime totalement PHP de notre application, de notre site web. Je vous propose dans cette vidéo de voir comment on crée des formulaires simples en HTML. Et il faut savoir que c'est les formulaires qui vont nous permettre de véhiculer les informations entre le client, c'est-à-dire le navigateur ici, et le serveur qui pourra réaliser des traitements. Donc on verra plus tard ce que sont des traitements, mais ici on va déjà commencer à réaliser ce formulaire. Donc pour ça je vais déjà supprimer tout ce qu'on avait précédemment, je vais juste garder un titre et je vais marquer formulaire ici. Et on va commencer à créer le formulaire, donc on va utiliser une balise qu'on va appeler form ici, et pour le moment on ne va pas s'intéresser aux deux points ici, get et post, on va juste mettre form. À un formulaire on va y associer une action, c'est-à-dire la page vers laquelle on va aller quand on va soumettre le formulaire. Et ici, on va dire de relancer la page elle-même, et pour ça, on peut mettre dièse ici. On pourrait réécrire exo2.php, mais c'est pas utile. On peut écrire directement dièse, ça va relancer la page elle-même. Une fois qu'on a écrit ça dedans, on va pouvoir y insérer plusieurs champs. On va commencer à mettre un premier champ. Il faut savoir que la plupart, voire tous, les champs commencent par input. Quand vous écrivez input, ici, vous allez pouvoir avoir plusieurs choix, donc vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et le premier qu'on va utiliser, ça va être le input text. Donc c'est l'un des plus utilisés, bien entendu. Et ça va nous donner un champ où on pourra saisir du texte, tout simplement. On va pouvoir écrire un name et un ID, et ici on va l'appeler le nom. Donc ici ce sera le champ nom. Et pour avoir ça, alors si on actualise ici, si on lance, on va voir qu'on va se retrouver à avoir un champ vide, mais on n'a aucune information dessus. Pour pouvoir donner un nom à ce champ-là, on va pouvoir utiliser une balise, la balise label, qui permet d'associer un label à un input. Donc pour ceci, on peut dire label for, et ici on va remettre nom, pour dire qu'on l'associe au nom, ici. Et on va lui mettre une valeur, on va mettre tout simplement nom de point. En faisant ça, on va se retrouver directement à avoir nom devant l'input en question. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un deuxième champ. Donc je vais dupliquer ça très rapidement. Et je vais vouloir ici saisir l'âge à cet endroit-là. Donc je peux écrire ici âge, de la même manière pour le label. L'ID et le name, on va mettre âge également. Donc ça, c'est très important, ces ID et ces names. C'est ce qui va nous servir après pour le PHP. Donc on va le voir ensuite.
Et donc, dans ce input, ici, on va pouvoir changer. Et ici, on va pouvoir passer sur un type number, par exemple. Alors, je vais relancer. Vous allez voir la différence. Donc, ici, on a un champ texte. Donc, je peux écrire ce que je veux. Voilà, Mathieu. Et je peux écrire mon âge. Alors, mon âge, ici, je ne peux pas écrire de texte. Je peux écrire qu'un chiffre. Ou je peux d'ailleurs utiliser les flèches à cet endroit-là pour aller sélectionner un chiffre. Ensuite, il va nous manquer un bouton pour soumettre. Donc, on va rajouter ce bouton-là. Et on va, pour ça, créer un input. Et ce coup-ci, c'est un input submit. Submit pour soumettre le formulaire. Donc quand on va soumettre le formulaire, ça lancera l'action qui est là. Donc si on veut aller sur une autre page, c'est ici qu'on va devoir renseigner une autre page. En l'occurrence, nous, ce qu'on veut pour le moment, c'est de relancer la même page. C'est pourquoi j'ai inscrit dièse à cet endroit-là. Et on va donner une valeur, un nom à ce bouton. On va dire que ça va faire envoyer. Donc ici, ça va faire un bouton où il y aura écrit envoyer dedans. Voilà, tout simplement. Donc ici, si je renseigne les informations, je vais mettre Gaston et je vais mettre 20. Si je fais envoyer, les informations sont envoyées ici dans l'URL. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode get et on va voir en détail comment l'implémenter et l'utiliser en PHP par la suite. Avant de faire ça, je voulais vous montrer une autre petite chose. C'est que pour le moment, là, si j'appuie sur envoyer alors que j'ai saisi aucune information, il n'y a aucun problème, on arrive bien à soumettre le formulaire. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire sur les formulaires et entre autres, on peut rajouter ici le mot required pour dire que le champ est obligatoire. Donc ici, en rajoutant cela sur les deux champs nom et number, je vais directement indiquer qu'un champ est obligatoire à être saisi avant de soumettre. Donc si j'actualise, alors je vais revenir sur ma page ici, Exode de PHP, si je clique sur envoyer, là, ça nous dit que le champ n'est pas renseigné. Donc je ne peux pas le soumettre tant que je n'ai pas renseigné le champ. Voilà. Pareil pour l'âge, ici, donc si je le saisis, j'ai pas de souci, je peux envoyer les informations. Voilà. Donc vous pouvez regarder tout ça pour avoir le détail. L'objectif de ce cours, c'est de se centraliser sur le PHP. Donc je ne vais pas faire un cours sur les formulaires ou sur le HTML. Mais n'hésitez pas à regarder, il y a vraiment beaucoup de choses. Si on veut par exemple avoir un text area, c'est-à-dire un grand champ de texte. Ici, vous voyez, c'est juste un champ simple de texte. Si je veux pouvoir saisir un message, comme par exemple, vous voulez faire un formulaire de contact, vous allez utiliser par exemple la balise text area. Alors c'est un petit peu particulier celle-là. Alors, pour le coup, j'arrive pas à l'écrire. Text area, voilà. Et donc pareil, de la même manière, on va pouvoir saisir dans le text area un name et un ID. Alors comme vous pouvez voir ici, le text area, lui, ce n'est pas un input. Voilà, c'est un petit peu particulier pour celui-là. On va pouvoir par contre lui donner la même chose, un nom et un ID. Donc ici, on va écrire que c'est message. Voilà, si on veut envoyer un message, tout simplement. Et on va pouvoir définir le nombre de colonnes et de lignes qu'on va vouloir pour notre saisie. Alors je vais juste rajouter un petit label fort devant. Voilà, label fort et je vais marquer que c'est fort message. Et on va mettre message 2 points. Voilà. Et donc en faisant ça, on va bien se retrouver à avoir un champ de texte. Voilà, bon, il s'est mis ici. Bien sûr, si on veut styliser un petit peu ce formulaire, il va falloir aller faire en CSS. Je vais quand même vous montrer une autre balise, la balise fielset, ici, qui va nous permettre de segmenter, on va dire, un formulaire. Donc on va mettre un fielset à cet endroit-là. On va englober toutes ces informations. On va prendre d'ailleurs que jusqu'au number ici. Et je vais rajouter une balise légende pour donner un nom à notre fielset. Alors vous allez voir directement ce que ça va faire. On va l'appeler ici information par exemple. Voilà. Et je vais actualiser. Et on va se retrouver ici à avoir un cadre. Donc ça c'est notre fielset. Et le légende c'est le nom qui va se mettre sur le fielset. Donc ça c'est pareil, vous pouvez le personnaliser dans du CSS. Donc n'hésitez pas à le faire à votre convenance. Donc je vais enlever le text area, moi j'en ai pas besoin pour ce que je veux faire, c'était juste pour vous montrer. Il y a vraiment beaucoup de choses de disponibles au niveau des inputs, n'hésitez pas à les regarder en détail pour faire ce que vous avez à faire, tout simplement. Donc je vais mettre le input du bouton envoyer à l'intérieur du fielset et on va relancer, et voilà. Donc là on a fini notre formulaire, on peut passer à la suite. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons récupérer les informations du formulaire que nous avons créé dans la précédente vidéo et on va réaliser des actions en PHP, c'est-à-dire côté serveur. Donc pour faire ça, il va déjà falloir récupérer les informations saisies dans le formulaire et pour ce faire, on va devoir rajouter à notre formulaire une méthode et on va utiliser ici la méthode get dans un premier temps. Une fois que nous avons fait cela, on va pouvoir récupérer ces informations au moment où on va relancer, où on va soumettre notre formulaire.
C'est-à-dire quand on va cliquer sur le bouton envoyer, on va relancer la page. Et ici, on aura des informations qui seront transmises dans l'URL. Donc on va juste, je vais vous remontrer. Voilà, bon, je les avais déjà actualisés ici. Vous voyez, on a des informations dans l'URL ici. Donc on va pouvoir récupérer la fin ici, le nom et l'âge qui ont été passés en paramètres. Donc si ici, je marque par exemple Mathieu dans mon nom et 40 sur l'âge et que je clique sur envoyer, ces informations sont transmises via l'URL ici. Donc je peux les récupérer très simplement en PHP. Donc on va y retourner et on va pouvoir le faire. Donc je vais rajouter la balise PHP que j'ouvre ici. Et à l'intérieur, je vais pouvoir justement récupérer ces informations du get, donc sur le nom. Et pour ce faire, on va déjà tester si l'information n'est pas vide. Donc pour ça, on va utiliser la fonction isEt qui teste si une valeur est bien saisie pour une variable donnée. Donc ici sur $_get, entre crochets, on va écrire la variable, enfin le champ correspondant. Et ici, c'est le nom qu'on a fait passer. Donc c'est bien cette information-là qu'on a dans cette variable ici. Donc on va tester si cette variable est bien remplie en faisant comme ceci. Donc si elle est remplie, ça renvoie true. Si elle n'est pas remplie, ça renvoie false. Donc si on est bien dedans, on va pouvoir réaliser un écho, par exemple, de la valeur. Donc on va écrire, par exemple, le nom et on va mettre le résultat de cette variable-là. Ensuite, on va faire la même chose pour la deuxième variable, donc l'âge. Et ici, on va écrire $get âge. Et on va écrire l'âge. Et on va écrire $get de âge. Donc ici, je le rajoute à l'intérieur du premier test du nom. Parce que je considère que dans tous les cas, l'âge sera rempli si on remplit le nom. D'autant plus qu'on nous avions mis un require sur les deux champs. Donc en fait, c'est presque inutile de le mettre ici, mais bon, je voulais vous le montrer. Voilà. Donc on le fait ici et je veux donc afficher l'âge et le nom si le nom est bien saisi. Voilà l'idée. Et je vais pouvoir encapsuler tout ça dans une variable, dans une balise div, donc que je crée ici, et je vais la fermer à la fin. Donc c'est pas forcément nécessaire, mais c'est pour faire un tout petit peu de CSS derrière. Donc ça, je vais pouvoir le lancer et on va voir ce que ça donne. Donc je vais relancer déjà la page sans les informations dans l'URL. Voilà. Et donc je vais saisir ici Mathieu. Et après sur l'âge, on va mettre 30. Et je vais lancer. Et on se retrouve bien à avoir les informations qui sont saisies. On va d'ailleurs rajouter un saut de ligne. Ou un retour à la ligne plutôt. En faisant ici BR. Voilà. Pour avoir ces informations. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir un petit peu de CSS au niveau de mon div ici, pour que ça soit un petit peu plus sympa là au niveau de l'affichage. Et pour ça, je vais pouvoir tout simplement rajouter une classe ici. Donc on va rajouter une classe. Ça me permet d'ailleurs de montrer que si je veux réutiliser les guillemets ici à l'intérieur, vous voyez que ça pose problème, puisqu'on a déjà ouvert des guillemets grâce au echo. Enfin, pour le echo. Du coup, ici, il va falloir que j'échappe le guillemet. Donc échapper, c'est en fait mettre un backslash, et ça veut dire que ça ne considérera pas cette information-là dans le echo ici. Voilà, ça sera utilisé après pour la classe. Donc ça supprimera le backslash, et on n'aura bien que des guillemets pour notre classe. Donc ici, on va créer une classe qu'on va appeler résultat, par exemple. Et cette classe-là, je vais aller la créer dans mon CSS, ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui ajouter quelques petites propriétés CSS. On va mettre un padding, par exemple, déjà, de 10 px. On va y mettre un margin left, ou un margin top plutôt, de 10 px, et on va déjà regarder ce que ça donne. Donc on se retrouve à avoir ces petits décalages ici, comme on peut le voir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une bordure, en faisant 2 px solid black. Et on va lui mettre un background color. On va aller chercher un petit vert. Voilà, je vais mettre ça. Et alors pareil, un petit tip, si vous survolez une couleur ici, vous pouvez aller choisir plus simplement la couleur en RGB. Voilà, donc là je vais choisir un vert comme celui-là, peu importe. Et derrière, ça vous transforme voilà, en la valeur RGB. Derrière. Donc ça, c'est assez sympa. Et là, on se retrouve bien à avoir notre petit cadre qui a été réalisé et qui ne s'affiche du coup que quand on a
saisit les valeurs. Donc là, si je relance ma page, je n'ai pas de cadre. Par contre, si je saisis donc une valeur, je vais mettre peu importe, et que je clique sur envoyer, notre cadre apparaît. Il faut bien comprendre par contre qu'ici, la page est relancée. On verra plus tard avec de l'Ajax qu'on peut réaliser ces actions sans relancer la page. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est envoyer ces informations sans le passer par l'URL. Pour ça, on va pouvoir utiliser une autre méthode, qui est la méthode post. Donc on va pouvoir remplacer à cet endroit-là, au lieu de la méthode get, on va mettre la méthode post. Et on va pouvoir remplacer au niveau de toutes les variables ici, en mettant $_post. Donc on va faire ça. Hop. Voilà. Et vous allez voir que ça va fonctionner pareil. Alors, je relance ma page. On va mettre Titi et on va mettre 35 et on relance. Et on a bien à nouveau l'affichage. Et vous regardez que dans l'URL ici, l'information n'est plus véhiculée. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est plus sécurisé en soi de le passer avec du post, puisque c'est passé de manière cachée les informations. Après, ça peut être intéressant de les faire véhiculer dans le get, avec un get, donc c'est-à-dire dans l'URL, pour notamment manipuler sur du JavaScript côté client. Voilà. Donc ça peut dépendre un petit peu la solution que vous voulez faire. Souvent, ce qui est fait sur, par exemple, avoir plusieurs pages d'informations quand on a des articles, souvent c'est mis dans justement l'URL pour être manipulé grâce à du JavaScript. Voilà. Donc ça, c'est un des exemples. Moi, en règle générale, c'est vrai que les informations, je les fais passer le plus souvent possible via du post. Dans cette vidéo, je vous propose de rajouter plusieurs pages et on va d'abord rajouter un menu à la première, à celle-ci. Donc pour ce faire, on va utiliser une nouvelle balise, enfin une balise nav qui va nous permettre de déclarer un menu de navigation. Voilà, donc on crée cette balise-là et à l'intérieur, on va utiliser ce qui se fait habituellement pour les menus, on va faire une balise UL, c'est-à-dire une balise de liste. Donc on va lister des éléments. Alors, quelques petits soucis pour placer les éléments, mais c'est pas très grave, voilà. Donc on va mettre les lits, donc on va mettre dans une liste qu'on déclare en disant UL, on va mettre des LI qui vont être en fait des éléments. Je vais vous montrer le rendu. Donc pour le moment, on va juste mettre des textes. Donc je vais mettre page 1 et on va en mettre 3. On va se créer 2 nouvelles pages après, donc je vais faire page 2 et page 3. Et en faisant ça, on va actualiser, vous allez voir qu'on se retrouve à avoir une liste. Donc ça, j'aimerais que ça soit mon menu. Donc pour ce faire, on va déjà rajouter 2 pages. Donc on va dire que la page 1, ce sera exo2.php. On va se créer 2 pages juste pour le test. On va se créer la page test.php. Et on va se créer la deuxième page qui sera test2.php, new file, test2.php. Voilà, donc on se retrouve à avoir 2 pages ici, plus la première. Et ce qu'on aimerait, c'est avoir des liens, donc c'est-à-dire aller sur ces pages-là. Donc pour ça, on va pouvoir tout simplement faire un ahref et dire sur quelle page on veut aller. Donc ici, on va mettre la première, ce sera exo2.php. Donc on crée un lien, c'est comme ça qu'on crée un lien. Et donc là, je referme ma balise A et on va faire la même chose pour les 2 autres pages. Et on va changer à chaque fois l'URL correspondant en mettant l'URL de la page qu'on souhaite accéder. Alors, hop, voilà. Et donc ici, on va accéder à test.php et là à test2.php. On va les renommer ici également. Test2, c'est test1 et la première, ce sera exo2. Voilà. Donc on se retrouve à avoir 3 liens, donc on voit qu'ils apparaissent différemment. Si je clique sur exo2, ça revient bien sur la même page. Si je clique sur test, ici par contre, on a bien une page vide, puisqu'on n'a pas encore mis le menu à l'intérieur. On verra plus tard comment gérer ça. Je vais essayer de le styliser un peu, je vais faire un petit aparté encore CSS ici. Ça peut être sympa de voir un petit peu comment styliser un menu, assez simplement, en CSS. Donc pour ce faire, je vais aller dans ma partie CSS ici, et on va rajouter quelques classes CSS. Donc on va styliser déjà les UL, et ce qu'on aimerait, c'est supprimer les points qui sont devant. Donc pour enlever ces points-là, on va pouvoir faire list style type, et dire tout simplement none. Et donc là, on va supprimer, alors pardon, hop, j'ai rajouté un 2 points en trop. Ça va supprimer les points qui sont devant. Donc ça, c'est une première chose. On va faire en sorte également de supprimer les marges
qui peuvent gêner. Donc on va faire margin 0 et padding 0 pour s'assurer qu'on n'ait aucune marge sur ces deux éléments-là. On peut actualiser pour regarder. Donc ça les met le plus au bord possible. Effectivement. Derrière, on va également mettre une couleur. Donc ici, je l'ai préparé à l'avance. Je vais mettre l'une de mes couleurs. Donc c'est-à-dire 28, 36, 45. Et je vais relancer. Et on se retrouve bien à avoir un background sur ces informations-là. Pour le UL, pour le moment, on va s'arrêter là. On va faire des choses maintenant sur les A, c'est-à-dire sur les liens. On n'a pas envie d'avoir le style ici qui est bleu et le soulignement. Donc on va régler ça en allant dans les LI de A. Donc ça me permet d'ailleurs de montrer qu'ici, quand j'écris comme ça LI de A, ça va tout simplement aller dans les A qui sont dans les LI. Voilà. Si j'ai un A qui est à l'extérieur, ça ne rentrera pas dedans. Voilà. Donc là, on va tout simplement dire que la color, on va l'écrire en blanc. Et on va mettre un padding de 20 pixels. Et on va mettre donc text decoration, comme on a dit, unknown, pour tout simplement enlever le style sur les LI de A. Donc là, on se retrouve à avoir des titres, enfin des menus en blanc, et on a supprimé le style. Ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est de les mettre en ligne. Ça pourrait être pas mal. Donc on va rajouter ça en disant un float left. Alors, je retourne ici. Donc on va mettre les LI en float left, c'est-à-dire qu'on va rendre les éléments flottants dans notre page. En faisant ça, on va casser des choses, mais c'est pas très grave, qu'on va pouvoir rectifier par la suite. Donc on se retrouve à les avoir ici, et on les voit pas, en fait. Et pour pouvoir les revoir, on va tout simplement rajouter sur le UL ici, un overflow, et on va dire hidden. Ça va nous corriger ces problèmes-là, et on va retrouver à nouveau notre menu, voilà, qui s'affiche bien en ligne. Il nous reste à rajouter quelques espacements, parce que je vois que là, ça s'affiche pas d'une manière sympa, et pour ce faire, on va tout simplement dire que nos balises A, qui sont des balises en ligne, alors là, il faudrait regarder également sur Internet pour avoir plus de détails, mais ici, ce n'est pas une balise de type bloc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas des tailles définies. Les tailles sont définies par la taille du texte, mais ce n'est pas ce qu'on veut ici. On veut des tailles fixes et on va mettre du coup un display en bloc. Et en faisant ça, on devrait retrouver ici voilà, une taille plus sympa là-dessus. Enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une couleur au survol des cases, enfin des LI ici, puisqu'on se retrouve à avoir des petits carrés là. Et pour avoir ce survol-là, on va tout simplement pouvoir utiliser une autre propriété CSS, c'est over sur les A. Donc ça dit que quand on va survoler le lien qui est présent dans le LI ici, on va appliquer une nouvelle couleur, par exemple, et on va mettre la deuxième couleur. On va mettre celle-ci, 90D7. Bien sûr, vous mettez ce que vous voulez à cet endroit-là. Et on va se retrouver à avoir un menu stylisé assez simplement, voilà, en CSS. Donc une fois qu'on a ça, ce qui serait intéressant, c'est que notre menu apparaisse sur toutes les pages. Parce que là, pour le moment, on l'a que sur la première page. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un template qui va contenir, enfin une page PHP qui va contenir notre menu. Donc on va faire ça. Je vais prendre mon code de mon menu, qui est ici, c'est ce nav à l'intérieur, là. Je le coupe et je vais créer un nouveau fichier. Je vais créer le fichier menu.php. Et dans ce fichier-là, je vais tout simplement mettre mon menu, comme ceci. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que ce menu-là, je puisse l'inclure dans ma page, puisque là, si je réactualise, je l'ai perdu. Forcément, je l'ai mis dans une nouvelle page. Donc, pour inclure une page PHP dans une page PHP, on va pouvoir utiliser, donc on va déjà ouvrir la balise PHP, bien entendu, et on va pouvoir utiliser le mot include pour aller chercher un fichier. Et là, on va aller chercher le fichier qu'on a appelé menu.php. En faisant ça, on a inclus directement notre menu dans la page. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on est capable d'inclure ce menu sur toutes nos pages. Voilà. Donc je le mets sur chacune de mes pages. Et directement, si je vais sur chacune de mes pages, on va bien l'avoir. Alors par contre, on a un problème de CSS, parce qu'effectivement, de la même manière, ici, si je regarde le code source de ma page, je n'ai que le nav, je n'ai pas la partie CSS, puisque la partie CSS est déclarée, enfin, est rajoutée grâce au header qui est présente, donc si je vais dans exo PHP, grâce à cette partie header ici. Donc de la même manière, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ma page une fois de plus, donc je vais prendre toute la partie header ici, donc celle-là, je vais la prendre et je vais en créer une nouvelle page. Donc je vais créer un new file que je vais appeler header.php. Et à l'intérieur, je vais y mettre cette partie-là.
Je vais en profiter pour faire la même chose pour le footer, c'est-à-dire pour body et HTML ici. Pour le moment, nous n'avons rien de plus dedans, mais on va faire la même chose. On va prendre ça et on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler footer.php. Et dedans, on va inscrire body et HTML. Maintenant, il reste à inclure ces deux fichiers-là. Mais avant de se faire, j'aimerais structurer un petit peu plus nos pages puisqu'on recommence à avoir pas mal de fichiers. Et je vais créer un dossier common, tout simplement. Et je vais y mettre à l'intérieur tout ce qui est common, c'est-à-dire header, menu et footer. On va les déplacer à l'intérieur. Voilà. Maintenant, il reste à bien inclure tous ces fichiers dans nos pages principales. Donc ici, j'enlève une indentation qui n'est plus nécessaire. Et on va inclure, donc dans un premier temps, le header. Donc on va devoir aller dans common/header.php. Pour le menu, vu qu'on l'a changé de place, il va falloir aller dans common/menu. Et enfin, tout en bas, il va nous falloir aller dans la partie footer. Donc on va include le footer.php. Il ne me reste plus qu'à l'inclure sur chacune de mes pages. Donc je vais retourner sur... Alors je vais quitter le reste là. Voilà. Je reviens ici, donc je remets ceci. Je vais prendre d'ailleurs le footer que je vais mettre également. Donc je fais exprès là de... Je pourrais bien entendu mettre à la suite. Mais bon, vu qu'il y aura du contenu au milieu, on peut d'ailleurs l'écrire content. Alors vu qu'on est en HTML ici, il faut faire des commentaires HTML. Comme ceci. Ça c'est un commentaire HTML. Content HTML. On va marquer. Donc je peux copier ça et je vais le mettre tout simplement dans ma page test 2. Et directement, on va se retrouver à avoir notre template de page qui va être appliqué partout. Alors, on va relancer Exo2. On va aller dans exo2.php. Donc, on a bien notre page ici avec le menu. Si je vais dans test maintenant, j'ai bien mon menu et dans test 2 également. Donc, je suis capable très rapidement maintenant de créer plusieurs pages HTML, enfin PHP, dans mon dossier ici, donc sur mon site web, sur mon application web. Donc par exemple, je crée test 3 ici, qui va contenir ces informations-là. Il ne me restera plus qu'à les rajouter dans mon menu. Donc je vais dans Common ici, dans Menu, et je peux tout simplement rajouter la nouvelle page que j'ai créée, très simplement, en mettant test3.php et test3. Et vous allez voir que directement, on l'a dans le menu, et quand on clique dessus, on va bien sur cette page. Voilà, on le voit dans l'URL, bon, le contenu est vide, mais on le voit bien dans l'URL. Voilà comment créer un menu et plusieurs pages sur un site web ou sur une application web.